Alors, le titre de ce live vous en dit déjà, vous donne déjà une idée, pardon, de ce dont nous allons parler. Que reprochons-nous à Rekia Madugu? Vous savez, initialement, je n'avais pas l'intention d'adresser cette question à travers un live, loin de là. D'abord, il faut dire même que je n'ai commencé que ces derniers jours à parler de Rekia Madugu parce que je vois la réaction des uns et des autres et je suis tout simplement choquée et sidérée de voir que quelqu'un comme Rekia Madugu, qui a été au cœur et au centre de la répression que nous avons subie au Togo, puisse aujourd'hui être considéré comme le flambeau de la liberté, le flambeau du combat de la résistance pour la démocratie au Bénin. Et je trouve ça quand même drôle. Cette éclaircie, en fait, c'est pour les Béninois qui ne comprennent pas. Parce que, vraisemblablement, ils n'ont pas idée de ce que Rekia Madugu est, de qui elle est, pardon, et de ce qu'elle a fait, et de ce qu'elle représente pour nous au Togo. J'ai vu des commentaires par-ci et là, des gens qui nous disent des choses que je vais adresser dans ce live. Et je me dis que Farida, ce serait bien peut-être de faire un live pour essayer d'éclairer les gens, pour essayer de faire comprendre aux uns pourquoi ce ressenti, pourquoi cet acharnement sur Rekia Madugu, qui ces derniers jours sur ma page, vous pouvez le voir, je ne mâche pas mes mots à son égard. D'abord, commençons par le début. Les gens disent que ce qui nous pousse, nous Togolais, à cet acharnement contre Rekia Madugu, c'est parce que nous trouvons en elle en fait un bouc émissaire. Voilà, vous êtes sous la coupe d'une dictature depuis 50 ans, qui est plus vieille même que vos ancêtres. Et vous trouvez une jeune béninoise compétente qui vient travailler au Togo, vendre ses compétences, parce que bon, voilà, le Togo, contrairement au Bénin, n'est pas vide de compétences, comme le disait votre président Talon, mais quand même, qui vient offrir ses compétences, et voilà, vous vous acharnez contre elle, vous faites comme si c'est elle qui a installé la dictature, vous faites comme si avant 2014, avant son arrivée au Togo, il n'y avait pas de dictature, vous faites comme si c'est elle qui demande aux militaires de tirer sur les gens, vous faites comme si c'est elle qui demande à Faure Gnassingbé de ne pas quitter le pouvoir, etc., etc. Mais moi, je voudrais dire aux Béninois, aux citoyens béninois, que moi j'ai toujours respecté, parce que j'ai toujours vu le Bénin comme étant l'une des exceptions dans la sous-région pendant très longtemps, avec une petite sanité politique comparée à nous autres qui sommes dans la racaille, dans la merde, entourés des scélérats depuis des décennies. Toutefois, je voudrais faire comprendre aux citoyens béninois, que je respecte d'ailleurs, que c'est en bon voisinage que nous venons vous alerter. C'est en bonne camaraderie que nous venons vous informer. Mais malheureusement, c'est nous qui essayons de vous ouvrir les yeux sur le genre de personnage auquel vous faites face. C'est nous qui recevons plutôt les attaques de votre part. En fait, c'est comme... C'est le genre, une femme qui a ou bien un homme qui a un compagnon ou vice-versa infidèle, et l'ami qui vient lui dire que bon voilà, j'ai vu ta femme ici en telle compagnie douteuse, et c'est l'ami qui devient l'ennemi parce que le mari ou la femme refuse d'accepter qu'on puisse dire que son ou sa chérie puisse avoir de tels comportements. Non, ma femme ne fera jamais ça, ma femme ne peut jamais me tromper. Oh, mon mari, il est impeccable, il ne peut jamais être infidèle. Même si on vous montre les photos, vous êtes dans le déni. Alors l'ami devient l'ennemi et c'est lui qu'on déteste. Et c'est le cas avec les Béninois qui soutiennent Rekia Madugu et nous les Togolais qui sont dans la lutte pour la démocratie. D'abord, je voudrais vous dire une chose. En tant que militants de la démocratie, c'est normal, tout à fait naturel que nous sympathisons avec tout peuple qui vit ne serait-ce que le centième de ce que nous vivons au Togo. Et par là, je veux parler de toute forme de pression exercée sur les militants de l'opposition, de toute forme d'abus, d'harcèlement, d'arrestation incongrue et injustifiée. Nous dénonçons cela, nous combattons cela. Moi, sur les chaînes où j'ai accès, à chaque fois qu'un pays africain vit ce que je vis, quand j'ai l'opportunité d'en parler, j'en parle. Sur ma page Twitter, j'ai tweeté à plusieurs reprises
quand l'Internet avait été altéré au Bénin entre-temps, quand les élections législatives monocolores avaient eu lieu, j'ai trouvé cela aberrant. Peu importe, les justifications peuvent donner les pro-talons. Alors, dire que nous sommes payés par Patrice Talon, c'est une ironie. Patrice Talon, je ne le porte pas dans mon cœur, je ne le déteste pas, mais je ne l'aime pas non plus. Patrice Talon, je ne le soutiens pas parce que je trouve que idéologiquement, je suis opposée à lui. Pourquoi? Parce que c'est un capitaliste fin et moi, de nature socialiste, je suis contre sa pratique capitaliste qui va même jusqu'à ôter certains droits aux travailleurs qui ont été acquis à coup de sacrifice. Donc, idéologiquement, je suis opposée au monsieur. Mais ce n'est pas parce que je suis opposée au monsieur idéologiquement qu'automatiquement quelqu'un aussi qui est opposé contre ce monsieur deviendra mon ami. L'ennemi de mon ennemi n'est pas automatiquement mon ami. Alors là, ça non. Surtout dans le cas de Madougou. Qui est Rekia Madougou? Pourquoi cette hargne contre Rekia Madougou? Alors je vais vous le dire. Rekia Madougou, avant 2017, nous les Togolais savions qu'il y avait une ancienne ministre togolaise qui roule et tourne dans le milieu du RPT Unière de Fort Gnassingbé, mais ça ne nous disait rien. Peut-être quelques personnes étaient gênées, mais moi, ça ne m'avait jamais offusqué. Ça ne me disait rien parce qu'elle n'est pas la seule, elle ne sera pas la dernière. Il y a bien d'autres Africains qui travaillent pour le régime, qui font partie de l'entourage de Fort Gnassingbé, etc. Mais c'est le rôle clé, principal qu'a joué Rekia Madougou à partir de 2017, qui a fait d'elle, je ne dirais pas une adversaire, mais une ennemie. Cette dame nous en a fait voir de toutes les couleurs au Togo. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les Togolais se sont levés en août 2017 par centaines de milliers pour exiger le départ de Fort Gnassingbé, parce que c'est elle qui dit dans tout ce cercle-là être l'expert des réseaux sociaux, car elle a des jeunes militants qu'elle paye pour faire ce travail. Elle a créé Rekia Madougou, et ce que je dis c'est documenté. Elle a créé une cellule dite de communication avec des jeunes dits cyberactivistes qu'elle a fait venir du Bénin et des journalistes pour constituer une équipe. Pas que de propagande vis-à-vis de Fort Gnassingbé et de son régime, mais une équipe d'attaque contre les cyberactivistes togolais. Alors tous les jours, je dis bien tous les jours, et vous pouvez remarquer, parce que c'est même des heures de travail. Déjà à 6 heures, ils sont là, mais à 17 heures, ils disparaissent. Tous les jours, c'était les attaques sur les personnes des militants togolais qui exposaient les tares, la méchanceté et la cruauté du régime de Gnassingbé au monde entier. Je vous rappelle qu'au Togo, le régime a coupé l'Internet pendant des jours. Il y avait un blackout total. Et sans ces activistes-là, les gens ne sauraient pas qu'au Togo, on massacrait les gens. C'est grâce à ces activistes que ce travail a été fait. Mais comme le régime veut toujours cacher ses dessous noirs, et veut continuer par opprimer les Togolais dans l'ignorance totale du monde, il faisait tout pour empêcher à ces activistes de se manifester. La cellule de Rekia Madougou, en fait, c'était toute une stratégie qui a été déployée. D'abord, une équipe qui était sur les réseaux sociaux, qui passait son temps à vilipender et à attaquer les militants de l'opposition. Ensuite, l'achat de Pegasus, un logiciel d'espionnage sur lequel j'ai écrit d'ailleurs, et j'ai même publié un article sur cela dans le New York Times que je vous invite à lire, que Fort Gnassingbé a acheté chez les Israéliens pour espionner les plateformes des militants togolais. Et beaucoup de militants ont été arrêtés dans ce processus sans le savoir. Moi, depuis 2017, vous pouvez demander à qui vous le voulez, j'ai quitté tous les groupes et les plateformes de WhatsApp. On ne me trouve nulle part. Pourquoi? Parce que je savais que cela a été fait, mais il fallait le prouver. Et pour le prouver, nous avons dû contacter des experts tech en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et c'est eux qui ont pu faire les enquêtes pour nous les prouver au point où nous avons pu déposer finalement une plainte contre la compagnie WhatsApp. Que Rekia Madougou veut saisir aujourd'hui, c'est nous qui lui avons donné l'idée de déposer plainte comme WhatsApp. Donc, madame, je vous invite à venir nous demander la procédure. Mais nous avons obligé WhatsApp à dénoncer cela. Et WhatsApp a déposé plainte contre la compagnie NSO.
de qui Faure Gnassingbé a fait cet achat pour espionner les Togolais. Il y a des choses que je ne souhaiterais pas révéler parce que ce sont des procédures judiciaires. Mais quand même, je les effleure. Alors, Rekia Madougou, en plus de ça, elle a créé un camp de lobby. Parce que moi et d'autres militants togolais avions pris sous nous d'aller contacter les différentes agences gouvernementales américaines ou états-uniennes, si on veut le dire en français, qui financent le régime dans différents programmes quand nous savons que cet argent qui est déboursé sert plutôt à réprimer les Togolais. Alors nous sommes partis voir le MTC, que le Togo est en train de pourchasser comme pas possible parce qu'ils veulent le grand compact qui est de 350 millions. À l'époque, ils avaient appliqué pour le Threshold Programme. Et nous sommes partis leur parler. Et à cause de la pression exercée sur le MCC, le Togo devait être admis en janvier, mais ils ont dû reconsidérer pendant des mois en disant qu'ils voudraient voir comment la situation politique s'améliorera au Togo. Nous sommes partis à l'USAID, nous sommes partis dans différentes agences pour leur dire voici tel financement que vous donnez à l'État togolais, voici les financements que vous donnez même à l'armée togolaise. Nous avons exposé jusqu'au programme de formation que les militaires togolais recevaient aux États-Unis dans les universités comme Arizona et consorts pour exiger qu'ils ne viennent plus là-bas. Parce que la loi est claire aux États-Unis que l'État ne doit pas financer les régimes dictatoriaux. Bon, encore, ils le font quand ce sont des dictateurs qui les arrangent. Mais dans le cas du Togo, le Togo ne représente aucun intérêt pour les États-Unis. Donc, on pouvait exploiter ce loophole pour mettre la pression sur le régime. Alors, sentant cette pression-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rekia Madougou et Sina Lawson ont constitué un document dans lequel ils ont pris certains de nos posts par-ci et là sur les réseaux sociaux et ils ont écrit au département d'État américain pour les informer que tel et tel et tel et tel activistes togolais sont des terroristes qui sont financés par le Qatar. Vous imaginez? Vous pensez que moi, si j'ai l'argent du Qatar, la Faure Gnassingbé serait toujours au pouvoir? Je l'aurais enlevé même à la seconde. Si j'ai l'argent du Qatar, il serait toujours au pouvoir. Même dans ses rêves, il ne le serait pas. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé un document au département d'État contre nous, pour nous citer, y compris moi, Farida, j'étais en tête, hein, parce que moi, ils ont carrément dit, oui, une autoproclamée militante des droits de l'homme qui est en fait une terroriste qui est financée par le Qatar. Votre Rekia Madougou là. Alors, quand aujourd'hui, vous venez me dire que oui, pourquoi Farida, cet acharnement contre elle, elle n'a été qu'une conseillère de Faure Gnassingbé, non. Il est ici question du rôle que Rekia Madougou a joué dans le régime de Gnassingbé. Elle était au cœur de la répression. Elle était au cœur de la répression. Elle faisait partie de la machinerie qui avait été constituée pour nous écraser. Mais là, je ne parle qu'encore que des côtés superficiels, touchant à l'essentiel. Il y a des choses que je n'ai pas partagées jusqu'alors, mais je vais le faire. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas vécu comme menace, comme attaque? Pour la première fois, je vais vous le dire, hein, de 2017 à 2018, moi, Farida, je n'ai pas fait un mois dans un seul pays. Je n'ai pas fait un mois dans un pays parce que ce régime était à mes trousses. Je changeais de pays presque chaque 2 semaines, des fois même une semaine. Je pars ici, je vais là. Et il y a un moment où il y a des souvenirs qui sont vifs, qui m'émeuvent en fait. Quand j'étais arrivée en Gambie, c'était fin 2017, je n'avais même plus de vêtements. Je n'avais pas de vêtements parce que les quelques vêtements que j'avais dans ma petite valise, je les avais déjà utilisés, je n'avais plus rien. Je suis partie voir une ancienne militante gambienne que je ne connaissais pas, que j'avais découvert aussi grâce aux réseaux sociaux. Elle s'appelle Fatoumata. Elle a un réseau appelé Fatou Network. Je suis partie chez Fatou. Non, c'est Fatou qui est venu me voir parce que les militants gambiens m'ont accueilli. Et j'ai dit à Fatou, je voudrais que tu m'emmènes dans un magasin où je pourrais acheter des vêtements parce que je n'ai plus rien. Fatou m'a dit non, mais pourquoi acheter des vêtements? Toi et moi, je pense qu'on a pratiquement un peu la même taille. Je suis un peu plus en forme que toi. Mais viens chez moi. Viens prendre ce que tu veux. Fatou m'a emmené chez elle. Elle m'a ouvert carrément ses placards. Elle a sorti ses habits sur le lit. Elle dit, Farida, prends ce que tu veux. Et pendant des mois, tous les vêtements que je portais, partout où j'allais, c'était les vêtements de Fatou. Les gens ne savaient pas.
une Gambienne que je ne connaissais pas, qui aussi a été en exil sous l'ère de Yahya Jammeh. Mais je ne m'arrête pas là. À un moment donné, j'ai été malade. J'ai été gravement malade parce que je traînais un mal. Je traînais un mal, mais je repoussais. Je me dis, ça va aller jusqu'à ce que je n'arrive à un stade où je ne fonctionnais carrément plus. Il fallait que je me fasse opérer d'urgence. Je suis arrivée à l'hôpital. On me dit, madame, vous devez aller dans le bloc immédiatement. On ne peut même pas attendre 24 heures. Et on exige de moi un montant colossal avant même qu'on ne me touche. Heureusement, j'avais cette monnaie, mais pour compléter le reste de la facture qui se levait pratiquement à 4 millions, à 4 000 $, pardon, pratiquement à 2 millions de francs, il a dû fallu que d'autres camarades de lutte contribuent. Mais pourquoi, malgré ça, après mon opération, mon médecin a dit, mademoiselle Nabourema, vous ne pouvez pas, on ne vous recommande pas de voyager avant 6 semaines, parce que nous avons fait une opération ouverte, vous êtes encore fragile. Je dis, je préfère mourir en avion que d'attendre qu'on vienne me tuer. Je suis encore partie. Ça, c'est la petite partie de la persécution que moi, j'ai vécue personnellement. Je ne parle pas d'autres militants. Parce que nous sommes nombreux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne révèle pas pour ne pas démoraliser les gens, pour ne pas donner l'impression aux gens qu'on souffre en fait. Mais il y a des choses que nous avons vécues, que ces gens-là nous ont fait vécu. Alors, quand aujourd'hui les mêmes personnes qui nous ont persécutés, et ça encore je parle d'un autre côté superficiel, pardon. Parlons alors des attaques à ma personne, des attaques à mon intégrité, des histoires qui n'ont pas été publiées sur les places publiques, les montages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je vois les petits montages que les petits activistes laquelle ont embauché font sur moi en prenant des images de Yemi Alade pour dire que voilà, Farida se décape, et d'ailleurs, Yemi Alade ne se décape pas, j'aurais préféré qu'elle mette quelqu'un comme Lolo Beauté, peut-être que ça ferait un peu plus effet. Mais, quand je vois ces petits montages, ça me rappelle cette époque où, pratiquement tous les jours, même à mes parents, on envoyait des images de moi, de ma tête collée à des femmes nues pour dire Farida, elle est une prostituée, elle est une porn star. Ils ont même créé un site internet où Farida, escort girl, où ils ont pris mes photos sur Facebook pour dire que je vends des services de prostitution de escort girl. Je suis une proxénète. Presque chaque jour, il y avait un article sur ma personne. Des choses qui n'avaient aucun sens. Farida, elle sort avec tel. Farida, elle a pris le maillet de tel. Il y avait des audios, des images trafiquées. C'est-à-dire que c'était des attaques. Et des attaques, et des attaques contre ma personne, mon entourage, ma famille, mon cercle. J'ai coupé tout contact avec les gens de ma famille parce que j'en avais marre qu'on me dise « Oh Farida, on a pris ceci, on a pris cela », j'en avais marre de ça. Je vivais dans l'isolement total, aucun contact avec les gens. Les gens me voient peut-être sur les réseaux sociaux et pensent que je suis en contact avec les gens, mais j'étais dans un isolement total. Et c'est dans ça qu'une jeune fille de moi, comme moi, à l'époque, en 2017, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Une jeune fille de 27 ans, j'ai porté ce fardeau parce que je me dis que ce combat, c'est mon combat. Je n'arrêterai pas tant que je ne l'ai pas fini. Et aujourd'hui, quand on voit des gens comme ça, qui nous ont persécutés, qui ont voulu nous assassiner, parce que nous demandons la démocratie, nous demandons la liberté de notre pays, que ces mêmes personnes n'aillent pas loin, c'est même pas comme si elle est partie en Asie ou en Amérique, que ces mêmes personnes prennent la voiture, traversent la frontière pendant 15 minutes et après il a conduit, disent maintenant qu'ils sont les démocrates. Mais quand même, c'est se foutre de notre gueule. Vous pensez que nous allons voir ça et nous taire? Aujourd'hui, on me dit, mais Farida, pourquoi tu parles de sa dépigmentation? D'abord, c'est un phénomène qui me dégoûte. Les gens qui sont dans mon entourage qui se décapent, je trouve que c'est bas. Certes, c'est des choix personnels, mais moi, je pense que c'est une attaque, pas seulement à la mélanine, mais c'est une attaque à l'ensemble de la population noire, parce que c'est une conséquence directe de cette violence psychologique que nous avons subie de par les colons. Donc pour moi, les gens qui continuent cela, perpètrent cette violence, me rappellent qu'on nous a martyrisés au point où nous, les Noirs, à un moment donné, on voulait se défaire de notre peau. Donc quand je vois ça, ça me choque. Je comprends que les gens utilisent des produits pour différentes raisons, les gens ont des imperfections, je comprends, mais ce n'est pas une raison quand même pour enlever totalement sa mélanine. Pour moi, quand vous enlevez votre mélanine, c'est que vous enlevez carrément toute l'africanité de vous. Mais à part ces jugements, ce qui est drôle, c'est que moi, je touche un fait qui est vrai.
Je ne fais que constater. Les images parlent, les constats sont là, elle-même elle ne le nie pas. Elle est passée d'une femme plus foncée que moi à une femme plus blanche que Emmanuel Macron. Mais, pour avoir fait un commentaire sur un fait réel, la dépigmentation du saco, on dit oui, Farida, le débat est bas. Pourquoi faire des attaques de personnes? Pourquoi s'attaquer à elle? Pourquoi ne pas combattre sur les idées? Je trouve ça drôle. Demandez à Rekia Madougou si elle a combattu les activistes togolais avec les idées. Demandez-lui si elle a demandé des débats pour discuter avec nous. Demandez-lui si elle a produit des papiers pour justifier ce pourquoi son mentor, Faure Gnassingbé, mérite d'être au pouvoir. Elle a déployé un système pour nous anéantir. Les plus malheureux ont été chopés, ont passé plus d'une année en prison. D'autres y sont encore. Elle a déployé un arsenal pour justifier la répression qui a occasionné l'abattage des enfants de 9 ans. Et plus loin, quand nous partons avec des preuves des assassinats de Faure Gnassingbé pour aller dans les instances internationales démontrer que ce monsieur doit être sanctionné pour crime contre l'humanité, la même Rekia Madougou embauche Monsieur Omar Harouna, l'ancien ambassadeur de Yahi Boni aux États-Unis, comme lobbyiste. Et là, je n'avance pas les choses. Hein. Allez sur le site de Department of Treasury in the United States. Parce qu'aux États-Unis, la loi exige que les lobbyistes déclarent leurs avoirs, déclarent en fait les gens qui les payent pour faire leur travail. Ça fait partie de la transparence sur les services de lobbyisme. Mais sur le site du département d'État, les documents se trouvent là-bas. Rekia Madougou, avec l'agence de communication qu'elle a créée pour blanchir Faure Gnassingbé, il paye $1 500 l'heure. Je dis bien $1 500 l'heure à Omar Harouna pour aller présenter Faure Gnassingbé comme un président, je sais pas, moderne, démocrate, qui modernise son pays, qui fait avancer les choses dans son Togo, qui promouvoit la liberté. Omar Harouna, le même monsieur qu'aujourd'hui on voit critiquer la dictature au Bénin. Et d'ailleurs, je l'avais dit hier que quand nous entendons les Béninois parler de dictature, c'est comme si on est des Canadiens qui entendent les Sahéliens se plaindre de l'harmattan. Parce que ce que vous vivez là-bas, je vais vous choquer, mais ça c'est la préparation à la dictature. Ce que les gens vivent au Togo, ce que les Togolais vivent sous les Gnassingbé, la sauvagerie que les Togolais vivent sous les Gnassingbé. Des gens qu'on torture, des gens qui torturent leurs citoyens avec du fil électrique jusqu'à ce qu'ils ne meurent. Des gens qui exécutent leurs citoyens et les enterrent dans des tombes non identifiées. Des gens qui arrachent des enfants à leur maman et les tuent. Des gens qui tuent les citoyens et jettent les corps dans la lagune. Au Togo, les lagunes et puis la mer là-bas, c'est le cimetière. Cimetière aquatique, c'est ce que nous avons au Togo. Peut-être que c'est la seule chose que les Gnassingbé peuvent dire avoir créé comme innovateur. Ils ont des cimetières aquatiques. Ils tuent les citoyens et ils les jettent dans la mer. Et c'est pour des sauvages de cette espèce que votre démocrate travaille. Et elle n'y est pas simplement pour ces soi-disant conseils de microcrédit, bof. Elle faisait ça, on s'en foutait. Mais elle participe à la répression. Elle blanchit la répression. Elle aguerrit le système pour combattre les gens qui réclament des choses aussi simples que la liberté d'expression, la liberté de manifestation, le droit de choisir leurs propres dirigeants. N'est-ce pas pour la même chose que vous vous battez au Bénin? Mais c'est votre droit tout à fait légitime. Alors vous allez penser que si moi, par exemple, je viens travailler pour votre talent là, et que je donne des conseils à talent, parce que je peux le faire, pour dire, tel leader, faites-lui ça, telle personne, mettez-le en prison, je crée une cellule pour diffamer les opposants, pour inventer des histoires fausses. Moi, je n'ai pas inventé d'histoire sur Rekia Madougou. Vous allez voir, dans aucun de mes posts même, je ne m'attaque sur ces mœurs sur lesquelles les Togolais ont beaucoup parlé et écrit. À raison ou à tort, je m'en fous. Mais je n'ai même pas encore fait ça.
Imaginez si moi je le fais. Que j'écris un site internet, je mets Rekia Madougou, escort girl du Bénin. Encore nous avons des doutes de son escort girl. Imaginez si je crée un site où je prends ces images, je les mets sur des femmes nues pour les distribuer sur la toile. Vous allez dire quoi? Mais c'est ce que cette dame, cette sorcière, cette mégène nous a fait vivre au Togo. Et nous l'avons subi. Nous l'avons subi la tête haute parce que nous savions que nous étions dans le vrai. Nous l'avons subi avec courage parce que nous affirmions que notre combat était noble. Nous l'avons subi avec fierté parce que nous savions que nous faisons la fierté de ceux qui ont combattu avant nous. Alors aujourd'hui, quand nous venons vous dire que cette dame est une hypocrite, une vendeuse d'illusions, une menteuse, une manipulatrice, vous pensez que nous sommes pro-talon, mais ce n'est pas une question de pro ou de contre-talon. Je vous dis encore que idéologiquement, je suis opposée au monsieur à ces airs capitalistes. Mais c'est une question de valeur. Les valeurs qu'elle prêche au Bénin, elle n'en a pas. Parce que, je ne sais pas, les valeurs ne sont pas des choses qu'on peut porter dans un pays, dans un autre pays, ça disparaît. C'est comme un musulman qui dit que, bon, quand je suis au Togo, je ne mange pas le porc, quand je vais au Bénin, je mange le porc. Mais là, c'est quel musulman? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est pour la démocratie et s'activer à blanchir un régime et créer une cellule? Ce n'est même pas comme si elle a donné un conseil, elle a créé elle-même une cellule pour s'attaquer aux gens qui combattent pour la même démocratie, pour justifier la répression des citoyens, pour justifier la coupure de l'Internet, une violation à la liberté d'expression reconnue même par le protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO et même par l'Union africaine. La liberté à l'Internet aussi est reconnue comme un droit humain. Elle occasionne ça. Et vous allez venir nous dire que parce qu'on constate qu'elle se dépigmente, on la jalouse. Mais qu'est-ce que nous avons à jalouser de Rekia Madougou? Mais si elle veut manger, qu'elle mange et qu'elle se taise. Il y a beaucoup qui sont à la mangeoire. Mais quand on mange, on observe l'étiquette de la table. On mange, on se tait. On a au moins la classe et la décence de se taire. Mais vous avez la bouche remplie. Démocratie, démocratie. Mais quand même, vous nous prenez pour des imbéciles. Bouffez l'argent du Togo et fermez-la. Prenez notre argent que Fort Vunassimbe vous donne, mais fermez-la. Mais vous ne pouvez pas encore venir nous narguer en disant que vous luttez contre la démocratie. Quelle démocratie? Mais moi, d'autre part, je me dis, les supporters de Rekia Madougou, si vous l'aimez, c'est votre problème. Si vous ne l'aimez pas, c'est encore votre problème. Mais si ce que nous faisons, nous Togolais, qui est de demander des comptes, non, pas de demander des comptes, on ne demande pas, de régler les comptes, parce que là, on règle, oui, de régler les comptes à quelqu'un qui nous doit des comptes, parce qu'elle a été payée par l'argent du contribuable togolais, elle était conseillère spéciale à la présidence avec rang de ministre, c'est-à-dire payée par notre argent. Donc, en tant que fonctionnaire au Togo, c'est tout à fait légitime. Et c'est notre droit de demander des comptes aux gens que notre argent de contribuable paye. Donc, si ça ne vous plaît pas, dites à Rekia Madougou de rembourser notre argent. Elle nous doit des comptes. Elle ne peut pas prendre l'argent des Togolais et puis dire pourquoi les Togolais se mêlent de mes affaires au Bénin. Mais on va s'en mêler. On va s'en mêler. Vincent Bolloré, le vendredi dernier, a été reconnu coupable pour affaire de corruption au Togo. On pouvait dire, mais pourquoi est-ce que c'est au Togo qui commet le crime et puis c'est en France qu'on dépose plainte contre lui? Non, c'est pas comme ça. Ce que vous faites, ça vous suit partout. Les traces que vous laissez, ça vous suit partout. Vous allez me dire qu'elle est simple conseillère. Allez demander à Hitler où se trouvent ses conseillers. Ils ont été hantés un par un et exécutés. Et là, elle n'est pas que conseillère. Hein. Non seulement elle est conseillère, elle est la machine même de la répression. Des militants de la liberté. Et vous voulez que ces mêmes militants viennent la soutenir? Mais montrez-nous d'autres alternatives. Nous serons là à soutenir d'autres alternatives.
qui véritablement ont à cœur la liberté civile. Vous n'allez pas me dire, mais si ceux qui soutiennent Rekia Madougou osent nous dire que dans tout ce grand Bénin-là, cette dame est la seule personne capable de gouverner leur pays à part talent. Ah, Babarenami. Babarenami, c'est que vous êtes en danger. C'est que votre pays-là s'est tombé tellement bas. Ce n'est pas que c'est tombé bas, hein, ça a creusé le fond. Mais je n'ose pas y croire parce que je sais que le Bénin est un pays qui est rempli d'intellectuels, de personnes capables de mener ce pays à bon port et de continuer à faire progresser le Bénin. Pas de le faire reculer vers des régimes antédiluviens comme ceux d'Ignasimbe. Donc vous, dans toute cette sous-région-là, votre exemple-là, et puis elle montre même des exemples, des conneries qu'elle a fait au Togo pour dire qu'elle a des compétences. Donc, le Bénin, dans toute cette région, vous n'avez pas vu le Nigeria, vous n'avez pas vu le Ghana, c'est le Togo que vous admirez. Et, quand même, c'est le régime togolais que vous admirez. C'est quelqu'un qui vend ses compétences pour réprimer les Togolais que vous admirez. C'est quelqu'un qui soutient la dictature, qui participe à la dictature, qui couvre l'assassinat des enfants de 9 ans, 10 ans, que vous admirez. Mais quand même, comment peut-on être aveugle à ce point? Comment peut-on être aveugle à ce point? Je perds les mots. Je perds les mots. Le degré de dégoût. Le degré de dégoût est incommensurable. Alors, ne venez pas ici nous dire que, oui, vous les Togolais, vous avez la hargne contre Rekia Madougou, vous avez votre hargne contre elle, ça c'est inutile. Ce n'est pas elle qui a emmené la dictature au Togo. Ce n'est pas elle qui a emmené la dictature au Togo, hein. Mais c'est elle qui a participé à secourir cette dictature au moment où nous la noyions. Mais nous n'en avons pas encore fini. Parce que maintenant, comme elle est une ennemie déclarée, la prochaine fois quand nous aurons l'opportunité de tordre le cou à cette dictature, nous nous assurerons que son cou aussi est coincé là-dedans. Je suis cynique, hein. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces années d'attaque personnelle contre moi, ces années de persécution, ont fait de moi une personne extrêmement cynique. J'ai appris à développer le même cynisme et le même sadisme d'Ignasimbe. Mais cette fois-ci, dites à Rekia Madougou qu'elle ne nous échappera pas. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Mon conseil pour vous, chers amis activistes de Rekia Madougou, si vous aimez vraiment votre pays, si vous avez un minimum d'honnêteté en vous, si vous avez un minimum de bon sens en vous, allez soutenir des personnes qui n'ont pas fait leur preuve dans la dictature. Parce que quelqu'un comme Rekia Madougou, si jamais par impossible, elle prend le pouvoir, tout ce qu'elle a appris des pratiques sauvages d'Ignasimbe, c'est ce qu'elle vous fera subir au Bénin. Alors, à bon entendeur, salut.